Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue dans Avec vous au quotidien, le magazine proposé par vos chaînes bretonnes en partenariat avec le Conseil régional des notaires. Chaque mois, nous y décryptons un sujet de société qui vous intéresse et vous concerne. Et ce jour ne fera pas exception puisque nous allons vous parler d'héritage. En France, chaque année, 1 million de personnes héritent. Mais de qui, de quoi, de combien et surtout comment ça se passe? Quelles sont les étapes d'une succession? Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Xavier Cogan, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes notaire à Concarneau et en face de vous, nous avons Claire Bernicot. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Directrice du cabinet nantais de recherche d'héritiers Couteau-Rorig. Alors pour commencer, je parlais du nombre de Français qui héritent. En moyenne, nous sommes à peu près 37% à toucher un héritage une fois dans notre vie. Et dans 85% des cas, cet héritage ne dépasse pas les 100 000 euros. Est-ce que, Xavier Cogan, c'est un peu les tendances que vous avez dans vos études? Oui, je vous le confirme. Je relève quand même que depuis une vingtaine d'années, il y a une évolution significative où je constate qu'il y a de moins en moins de liquidités dans les successions. En fait. Donc on hérite de qui et de quoi généralement? Le cas le plus courant, c'est quand même de ses parents. Donc il y a le premier décès, le papa, si je puis dire, par exemple, dans l'hypothèse, qui arrive à la succession, le conjoint survivant et ses enfants, en fait. Et c'est souvent un bien immobilier, du coup, oui. Une résidence principale, c'est ce qu'on hérite de manière assez générale. Il y a souvent beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idées un peu préconçues sur l'héritage. Est-ce qu'il y a des choses dont vous entendez régulièrement parler dans vos études et cabinets respectifs? Ce que les gens, souvent, n'osent pas aborder comme sujet dès le départ, c'est le coût. Mais généralement, nous, au moment où on ouvre le dossier de succession, c'est-à-dire au premier rendez-vous, on va d'ores et déjà évoquer le coût des successions pour surtout rassurer les gens et s'apercevoir que ce n'est pas non plus dramatique, quoi. Voilà. Claire Bernicot, vous confirmez? Oui, tout à fait. Cette question du coût? Oui, c'est vrai que moi, mon métier, en fait, j'ai vocation à retrouver des héritiers qui sont d'un degré assez éloigné. Donc, généralement, ils m'indiquent, quand je leur parle, ils me disent le premier héritier, en fait, dans le dossier, c'est l'État. Voilà, le côté un peu confiscatoire, finalement, de la fiscalité. Justement, Claire, on va parler de votre métier. Beaucoup de téléspectateurs vont le découvrir. Aujourd'hui, vous êtes généalogiste successoral. Alors, on a tous un oncle, un grand-père, une cousine qui, un jour, se prend de passion pour faire l'arbre généalogique de la famille. Vous, c'est votre quotidien. Qu'est-ce que vous recherchez exactement, Claire? Alors, moi, mon métier de généalogiste successoral, c'est que je retrouve les héritiers donc, de la personne décédée. Donc, contrairement au généalogiste familial, qui peut remonter très très loin dans le temps, moi je vais remonter jusqu'en 1820-1830, parce que lorsque je recherche des cousins éloignés, je vais remonter jusqu'aux arrière-grands-parents. Donc je remonte pour redescendre. Voilà. Jusqu'au 6e degré à peu près, parce qu'après on n'hérite plus en France. Ce sont les notaires en fait qui font appel à vous. Oui, essentiellement, 98% de mes dossiers, ce sont les notaires qui me les confient, tout à fait. Xavier Cogan, les étapes d'une succession, c'est un peu le thème de notre émission. Alors c'est extrêmement formel, on va essayer quand même de les brosser. Déjà, quand et qui vient vous saisir quand il y a une succession? Alors oui, le notaire ne s'auto-saisit pas, donc c'est forcément un membre de la famille qui nous saisit. Dans la plupart des cas, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est le conjoint survivant et les enfants, ou les enfants qui vont saisir le notaire. Qui vous saisit de manière assez proche du décès? Il y a un laps de temps? Oui, c'est très rapide. Souvent, c'est, on va dire, dans la semaine de l'enterrement, les gens nous saisissent, quoi. Il y a un certain nombre de pièces, évidemment, à fournir pour enclencher les démarches. Alors, on ne va pas faire une liste à la Prévert, mais malgré tout, est-ce qu'on peut donner quelques indications des pièces qu'il va falloir amener? Il y a les pièces de base qui sont le livret de famille, les pièces d'identité, l'extrait d'acte de décès, évidemment. Et ensuite, on va donner un checklist aux héritiers qui va comporter une dizaine de demandes qui sont le titre de propriété si la maison n'a pas été acquise dans la succession. Mais nous-mêmes, déjà, dès qu'on ouvre, on est saisi pour le rendez-vous, on a des collaborateurs qui d'ores et déjà vont commencer à constituer un dossier en faisant des recherches à l'étude, des pièces... Pour rassembler effectivement les pièces nécessaires. Le but, c'est d'établir le premier document de la succession qu'on appelle la notoriété. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement et simplement, Xavier? Alors la notoriété, c'est l'acte devant notaire qui établit en fait qui sont les héritiers et qui va déterminer les droits de chacun, si je puis dire, par application du Code civil, mais cet acte-là n'est pas engageant pour les héritiers. C'est un acte, j'ai envie de dire, très, très objectif et très
pas brutal, mais objectif, oui. Voilà. Vient ensuite ce qu'on appelle l'attestation immobilière. De quoi s'agit-il, même si là, le nom nous donne quelques indications déjà? En fait, quand des gens acquièrent une maison, ils vont chez le notaire, ils signent un acte, l'acte d'achat. Et l'attestation immobilière, c'est l'acte qui établit que par suite du décès, en fait, ce sont plus, par exemple, les parents qui sont propriétaires, mais ça peut être le conjoint survivant avec les enfants. D'accord. Et là, vous estimez, pendant ce rendez-vous, vous estimez aussi le bien immobilier En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend rendez-vous, soit avec nos collaborateurs, le service négociation immobilière, par exemple, qui va aller visiter la maison. Généralement, on prend le rendez-vous très vite. C'est-à-dire que quand on est saisi de la succession, on va organiser le rendez-vous de la visite du bien très très vite au cours de ce rendez-vous. En fait. Et ça a une incidence fiscale, en fait, hein, cette attestation. À un moment, il faut bien être clair là-dessus. Oui, parce qu'en fin de compte, beaucoup de gens nous disent, pensent du moins, qu'il y a une valeur de succession, une valeur de vente. Ben non, en fait, c'est la valeur du marché. Et que cet élément à inscrire dans l'attestation immobilière est très important parce que ça va avoir des conséquences fiscales sur la vente future du bien par les héritiers. Et comme vous savez, en France, à chaque fois qu'on s'enrichit, on paie un impôt, en fait. Voilà. Pour finir, il y a ce qu'on appelle la déclaration de succession. On en dit un mot rapidement? Oui, la déclaration de succession, comme son nom l'indique, c'est une déclaration à vocation fiscale où on va intégrer dans la déclaration l'ensemble de l'actif et l'ensemble du passif. Mais il faut que les gens se rassurent parce qu'on sait qu'il y a, on va l'évoquer plus tard peut-être, mais qu'il y a 100 000 € d'abattement par parent et par enfant. Donc ça, c'était important à noter. Combien de temps il faut pour régler une succession, Xavier Cogan? Alors, le délai usuel, c'est 6 mois, mais en général, nous, le notariat, on essaie quand même d'établir les projets d'acte entre 4 et 6 mois. Claire Bernicot, quand vous intervenez dans les dossiers, ça peut rallonger un petit peu les délais? Voilà, en fait, en qualité de généalogiste successoral, je dépose une attestation de révélation de succession qui permet un report de la déclaration de succession de 6 mois. Justement, là, on a évoqué des cas où ça se passait plutôt bien, où les choses étaient assez linéaires. Vous intervenez donc quand les choses se compliquent et notamment quand il n'y a pas finalement d'héritier. 98% des cas, vous le disiez, les notaires font appel à vous. Quelles sont les situations qui les amènent à vous consulter? Oui, alors les principales situations, c'est lorsque le notaire n'a pas connaissance de la famille, donc de la personne décédée. Donc le défunt décède seul. Le notaire ne connaît pas la famille. Donc là, moi, j'ai un vrai travail d'enquête à faire puisque je dois retrouver les héritiers. Donc je vais déjà voir si la personne décédée a des enfants ou laisse ses parents, a des frères et sœurs ou des neveux et nièces. Et si ce n'est pas le cas, ensuite je passe aux cousins. Donc cousin germain, cousin au 5e degré et cousin au 6e degré. D'accord, donc voilà. c'est très préféré. Le process, oui, en tout cas. Le process, en fait, voilà, est très défini. On recherche toujours l'héritier du degré le plus proche, en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la révélation de succession. Oui. Et puis, vous avez aussi une autre mission On a une autre mission qui est donc la vérification de la dévolution successorale. C'est lorsque le notaire pense connaître tous les héritiers, mais qu'il lui manque, par exemple, un livret de famille. Et donc, moi, je ne fais que corroborer, en fait, les informations du notaire. Donc je confirme la liste des héritiers. Alors on est peut-être un peu curieux, mais on se demande comment vous procédez justement pour aller rechercher tous ces héritiers dont on ne soupçonne pas forcément l'existence. Oui, alors c'est un travail un peu d'enquête policière, mais on a donc des moyens d'investigation qui sont mis à notre disposition. Alors nous, chez Couture-Orig, on a la chance d'avoir un logiciel qui est donc vraiment performant et on a notamment 1 milliard de données numérisées. Ah, quand même. Donc on est les seconds au monde après les Mormons. Et voilà. Et ah oui, une base de données, assez importante. Voilà. Précieuse. Précieuse, tout à fait. Et on compulse aussi d'autres documents comme les recensements de population, les déclarations de succession, les registres militaires. Et puis, on fait aussi nos petites enquêtes de voisinage. On peut aller voir les voisins, la coiffeuse du coin. Voilà. Donc, pour avoir des informations. Toutes les sources sont bonnes à prendre. Tout Combien de temps ça peut durer, ces recherches? Et est-ce qu'on se met une limite quand même dans le temps? Alors, malheureusement, c'est un peu le problème de ma profession, c'est que je ne peux pas dire à un notaire, voilà, je peux vous retrouver les héritiers dans les 6 mois. Voilà. Quand on doit retrouver des héritiers au 6e degré, je peux prendre 2 ans. Là, typiquement, j'ai un dossier où ils sont 189 et ça fait 5 ans que je suis sur le dossier, puisque malheureusement, les personnes sont âgées et elles décèdent et je dois retrouver leurs propres héritiers. Voilà. Donc, on essaie de faire le plus vite possible, mais voilà. Et pour se rendre compte de votre quotidien, Claire, nous sommes allés dans un de vos cabinets où justement une personne prenait acte d'un héritage mystère, une session qui s'est déroulée devant la caméra de Faustine Luneau. Il y a quelques semaines, Jocelyne Ferron a appris qu'elle était héritière dans un dossier de succession. Bonjour madame, allez-y, prenez place.
Aujourd'hui, elle a rendez-vous dans ce cabinet de généalogie successorale pour connaître l'identité de la personne décédée dont elle va hériter. C'est donc une cousine au 6e degré. C'est le dernier degré successible en France. Mandaté par un notaire pour retrouver les héritiers de cette défunte, Jean-Marc Frenzel est remonté jusqu'en 1830. Alors pour se repérer, les généalogistes ont leur méthode, schématiser l'arbre généalogique sur un papier à musique. Chaque ligne correspond à une génération. Donc pour nous, au niveau du visuel, on part de la défunte, donc Madame. On remonte jusqu'à ses arrière-grands-parents, qui est donc le berceau commun de toute la famille. Les arrière-grands-parents ont eu une fille qui s'appelait Marie-Ève Victoire, qui s'est mariée donc avec Monsieur, qui a laissé plusieurs petits-enfants, dont Madame Ferron, qui se trouve ici et qui est donc une des héritières. Une surprise pour Jocelyne qui ne connaissait pas l'existence de cette cousine lointaine, bien qu'elles habitaient en réalité juste à côté. Au début, j'ai plus pensé à arnaque au départ, parce qu'avec tout ce qui se passe, avec Internet et tout, puis après, on s'est dit pourquoi pas, parce que la famille est grande. Hein. Bon, s'il y a quelque chose, c'est bien. Il faut être honnête, hein, on est tous pareils, hein, mais bon, après, c'est plus de savoir d'où on vient. Pour retrouver la trace des héritiers comme Jocelyne, le généalogiste se rend aux archives ou consulte les bases de données des états civils, des recensements ou encore des impôts. Il recueille aussi des témoignages. Il y a des fois, on arrive à sortir des choses qu'au départ, on ne soupçonnait pas. Ou des gens qui nous disent il y aurait eu un enfant naturel, mais on ne sait pas. Voilà, c'est un petit garçon que j'ai vu quand j'avais 4-5 ans et nous on arrive 70 ans après et il faut qu'on retisse tous les liens. Un travail qui peut prendre du temps. Il est vrai que malheureusement, des dossiers peuvent durer très très longtemps parce que on n'arrive pas à retrouver tous les héritiers ou malheureusement on les retrouve mais ils décèdent aussi à leur tour et on doit retrouver leurs propres héritiers. Là par exemple, le dossier dans lequel j'ai le plus d'héritiers, ils sont 189. En attendant, les biens et les comptes bancaires restent consignés. Mais si les généalogistes concluent à l'absence d'héritiers, c'est à l'État qu'est légué l'héritage. Alors, 189 héritiers, vous le disiez, ça fait beaucoup. Peut-être qu'avec les nouvelles formes familiales, des familles plus resserrées, peut-être aussi, ça risque d'être moins compliqué dans les années à venir. Alors, malheureusement non, parce qu'on constate, notamment ces 10 dernières années, que les gens partent à l'étranger. Et donc, c'est vrai que notre cheval de bataille chez Couteau Rohrig, c'est de développer en fait un réseau de correspondants dans tous les pays du monde et de créer aussi des succursales dans les pays, parce qu'on a vocation à retrouver de plus en plus d'héritiers à l'étranger. Alors, on rêve tous d'avoir un héritage comme ça, un peu d'un parent inconnu, de préférence riche, hein, ça c'est évident. Ce qui arrive à Madame Ferron dans le reportage, c'est des choses qui arrivent fréquemment Alors moi, pour le bureau de Nantes, j'ai à peu près 200 dossiers où je révèle une succession à un héritier. Oui, donc c'est quand même pas négligeable, surtout si vous y passez beaucoup de temps. Et là, le degré de parenté avec le défunt est très important en fait. Oui, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, c'est vrai qu'on doit toujours rechercher l'héritier du degré le plus proche pour aller rechercher ensuite l'héritier du degré le plus éloigné. Xavier Kogan, il y a un ordre dans la succession, il ne faut pas l'oublier. Logiquement, les enfants viennent en première ligne. Oui, quand il n'y a pas d'enfants, effectivement, les parents peuvent venir à la succession, les frères et sœurs, quoi. Et les neveux et nièces, éventuellement. Et ça change tout parce que les frais de succession sont différents en fonction du degré de parenté. On peut en dire un mot de ces frais qui est, comme vous le disiez, peut-être le sujet qui anime le plus les passions dans vos études. Alors, entre frères et sœurs, donc, il y a une taxation à 35% jusqu'à 23 000 € et les watts, si je puis dire. Et au-delà, c'est 45% avec un abattement de 15 932 € par frères et sœurs, quoi, si je puis dire. Ouais. Et après, jusqu'au 6e degré, la taxation après est à 55% et au-delà, 60%. Vous parliez de l'abattement de 100 000 € par parent, par enfant. On peut en retoucher un mot pour que ce soit bien précis dans la tête de nos téléspectateurs. C'est-à-dire que l'abattement de 100 000 € s'apprécie, on remonte en fait jusqu'à 15 ans en arrière, parce qu'on réintègre des donations si les gens ont déjà utilisé cet abattement de 100 000 € en fait. D'accord. Je disais riche tout à l'heure sur le ton de la boutade, mais quand la succession est une dette, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues? Est-ce qu'on peut refuser la succession? Oui, bien sûr. On établit, nous, le notaire, on établit toujours une situation active et une situation passive. Et on a aussi un rôle de conseil, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est sûr que la succession est déficitaire, voire très très peu
bénéficiaires, on recommande généralement de renoncer à la succession. Par contre, quand on renonce à tout. Hein. C'est un package. Oui, mais c'est ça, on renonce à tout. Claire Bernicot, oui, dans votre cas de figure, ça doit être une question qui arrive très vite oui, sur la moi, table. c'est la première question qu'on me pose, c'est mais j'hérite de quoi et est-ce qu'il y a des dettes? Alors bien évidemment, si on se rend compte qu'il y a une dette dans le cadre du règlement de la succession, on fait renoncer les héritiers à la succession, tout à fait. On rappelle qu'en France, on ne peut pas déshériter ses enfants, c'est très important de le signaler. Est-ce qu'on peut expliquer un petit peu, quand on a un enfant, 2 enfants, 3 enfants, Xavier, comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle la réserve héréditaire, en fait. Quand on a un enfant, l'enfant a droit au minimum en valeur 50% de la succession. Quand il y a 2 enfants, les héritiers ont droit aux 2/3 de la succession. Il n'y a que 3 enfants et plus, c'est 3/4. Et donc le surplus de ces sommes-là, ce qu'on appelle la quotité disponible, on peut la donner à qui on veut, en fait. D'accord, avec soumis à frais de succession, comme on le disait. Oui. On pense souvent à un outil qui est le testament. Est-ce qu'on peut en dire un mot, Xavier Cogan? À quoi ça sert et dans quel cas c'est vraiment pertinent et utile? Je vous dirais que quand il y a des enfants, ça sert parfois à léguer la quotité disponible ou à avantager certains autres enfants. Que vous ne recommandez pas vraiment, hein? C'est-à-dire, en fait, ce que je dis toujours aux parents, c'est que si vous le faites, il faut savoir que si les frères et sœurs s'entendent bien, si vous prenez ce genre de disposition, c'est clair qu'après, les frères et sœurs ne s'adresseront plus la parole, Ouais. s'il y a un enfant qui est avantagé. Donc ça a des effets sur la fratrie derrière aussi. Donc là, c'est un cas où on peut utiliser le testament. Il y en a d'autres, malgré tout. Quand on n'a pas d'enfant, par exemple, là, ça peut être pertinent? Oui, quand les personnes souhaitent effectivement que les biens soient plutôt dévolus, quand on a des frères et sœurs, plutôt à tel frère ou plutôt telle nièce qui s'occupe de la personne parce qu'elle l'amène chez le médecin, ou etc. Et je dirais que le testament, on essaie aussi, dans ces cas-là, de conseiller à la personne d'expliquer le pourquoi. C'est-à-dire, on ne se contente pas de faire un testament purement juridique. On leur demande de dire, expliquez les choses pourquoi. Parce que psychologiquement, ça peut avoir un effet important après, derrière. Parce que quand d'autres personnes qui ne sont pas avantagées dans ce testament viennent nous voir, on peut leur dire, voilà, le testament, vous n'êtes pas concernés, et parfois ceux qui sont concernés viennent avec ces gens-là. On leur dit, voilà, ce que la personne a mis dans son testament, c'est vrai, quoi. Donc il y a peut-être une logique, en fait. Il y a une logique. En tout cas, le testament, voilà, on doit en prendre connaissance. Ça peut être un très bon outil, en fait. Ça complique un peu votre travail, par contre, à vous, Claire Bernicot, ce testament. Oui, alors c'est vrai que moi, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, donc sur l'envoi en possession, donc depuis le 1er janvier 2017, on fait appel au généalogiste successoral pour attester qu'il n'y a pas d'héritier réservataire, donc il n'y a pas d'enfant, pour que le testament puisse avoir une application pleine et entière. Et c'est compliqué à réaliser pour vous, c'est-à-dire que ça implique quoi pour vous? Ça implique pour nous un vrai travail d'enquête. On doit vraiment rechercher s'il y a un ou plusieurs enfants que le défunt laisserait, puisque dans ces cas-là, le testament ne peut pas être appliqué pleinement, puisque les enfants ont vocation à hériter d'une part. On rappelle que votre profession, elle n'est pas exactement assermentée, mais que vous avez des autorisations spécifiques pour consulter tout un tas de documents sensibles. Voilà, exactement. Donc, notamment les actes de mariage, les actes de naissance. On a une autorisation spéciale du procureur de la République et du ministère de la Justice. Je voulais qu'on juste précise quelque chose. Un testament, ça ne sert pas pour donner ses dernières volontés quant aux obsèques. Ah oui, parce que quand les gens viennent nous voir, en fait, les personnes sont déjà enterrées. Hein. Donc ils sont déjà. Donc c'est pas le moment de dire dans son testament qu'on souhaite tard. Telle ou telle disposition. C'est effectivement. C'est un tiers de confiance, en fait. On confie ces choses-là. Merci beaucoup à tous les deux. On fait une toute petite pause et tout de suite on accueille Vincent Lemay pour la chronique actu de ce mois de novembre. Bonjour Vincent Lemay. Bonjour Ali. Alors avec vous, on va commencer par parler du lancement de ce qui s'appelle le Conseil national de la refondation. De quoi s'agit-il? Alors c'est une initiative du président de la République. Donc depuis le 8 septembre a été créé ce qu'on appelle le Conseil national de la refondation. C'est la faculté pour tout citoyen, pour tout représentant syndical, pour tout représentant d'une association, bref, tout citoyen français, de participer à une grande initiative collective sur 9 thématiques. Je vous les lis. Donc on a le climat, la biodiversité, le bien vieillir, la souveraineté économique, le futur du travail, la santé, l'éducation, le logement, la jeunesse et le numérique. Alors pour y participer, c'est assez simple, il y a une plateforme qui est dédiée. La plateforme, c'est le conseil-refondation.fr. Il suffit de vous inscrire, de participer à ces grandes thématiques dédiées à tous les citoyens pour le mieux vivre demain. Voilà, à voir ce que donneront les propositions dans cette Conseil national de la refondation. Deuxième actu, Vincent, la suppression de la taxe d'habitation, ça approche. Alors, la taxe d'habitation a été initiée en termes de baisse depuis 2018. Quelques chiffres.
En 2021, eh bien 80% des Français ne payaient plus la taxe d'habitation. Pour les 20% des ménages restants, l'allègement était de 30% en 2021 et 65% en 2022. En 2023, plus personne ne paiera de taxe d'habitation. Évidemment, ici, on ne parle que de la taxe d'habitation de la résidence principale. Ne sont pas concernés les résidences secondaires ou les biens d'investissement. Une dernière précision sur la déclaration d'impôt 2022. Oui, alors une déclaration d'impôt, vous pouvez encore la modifier jusqu'au 14 décembre de l'année en cours, donc 2022. Alors, pour cela, c'est assez simple. Vous allez sur impôt.gouv.fr, sur votre espace particulier, et vous pourrez modifier vos taux d'imposition, puisque je vous rappelle que c'est bien ici une imposition à la source, le nombre de personnes à charge, vos revenus, vos charges, vos réductions d'impôts potentielles, et puis potentiellement l'impôt sur la fortune si vous y êtes évidemment soumis. Vous pourrez également modifier votre RIB si vous avez changé de banque, et puis ainsi que les annexes que vous avez à votre déclaration d'impôt, notamment par exemple sur vos revenus fonciers. Merci beaucoup Vincent, Merci on se Aurélie, retrouve le merci à mois vous. prochain pour de nouvelles actus. Il est temps, Claire Xavier, de nous tourner vers les téléspectateurs qui ont posé quelques questions sur ce sujet de l'héritage. La première, c'est: je n'ai ni enfant ni conjoint et je voudrais donner un peu d'argent à mes neveux et nièces. Comment procéder? Xavier, quelques pistes rapides. Avant son décès, si on est âgé de moins de 80 ans et que les neveux et nièces sont majeurs, on peut donner 31 865 €. C'est un abattement de donation. Et après, on entre dans, si c'est par testament, dans les taux qu'on a évoqués tout à l'heure. Voilà, il y a l'assurance vie aussi qu'on peut éventuellement, ouais, auquel on tout à peut fait. éventuellement penser, qui est hors succession pour le coup. Deuxième question: mon père est décédé en novembre. Combien de temps vais-je attendre pour percevoir la succession? Vous y avez déjà pour partie répondu un peu. Oui, on règle une succession généralement en 6 mois. S'il y a un bien immobilier qui doit être vendu, c'est le temps de la vente du bien immobilier. Généralement, on fait caler à peu près, quand le marché est porteur sur l'immobilier, on y arrive, quoi. Et je rajoute, s'il y a conflit, comment est-ce que ça peut se passer? Alors, quand il y a un héritier, je prends les successions classiques, qui ne souhaite pas signer les actes de la succession, en fait, passer un certain délai, on peut le sommer, en fait, de prendre position sur la succession. Et si au bout de 2 mois, par acte d'huissier, si au bout de 2 mois, il ne prend pas partie, il est présumé avoir accepté la succession et le notaire peut signer les actes. Claire, vous pouvez rajouter peut-être... Oui, voilà. Alors ça, c'est quand l'héritier en fait ne répond pas. Mais lorsqu'il y a une mésentente vraiment dans la famille, on peut très bien saisir le juge qui là en fait procédera en fait à un partage ensuite judiciaire. Voilà, mais là ça peut être effectivement beaucoup plus, en tout cas rallonger les délais. Une dernière question: combien de temps on a pour régler les frais de succession? Alors sur le plan fiscal, donc sur le principe c'est 6 mois, mais quand on a un actif successoral qui n'est pas liquide, de moins de 50%, on peut demander un paiement fractionné. En fait, il faut remplir certaines conditions, mais un paiement fractionné en 7 semestrialités. Donc c'est-à-dire 6 mois, on paie la première semestrialité et ensuite on a 3 ans pour solder le reste, étant précisé quand même que l'administration fiscale, dans les échanges qu'on peut avoir nous les notaires et l'administration fiscale, dès lors qu'on les tient informés, qu'on leur fait état des situations particulières, il n'y a pas de problème en fait. Ça peut générer des intérêts ou des pénalités auxquelles on peut demander des remises gracieuses qui peuvent être partielles ou totales, mais ça se fait très très bien en convivialité, j'ai envie de dire, avec l'administration fiscale. Voilà, il faut parler en tout cas, expliquer les situations et ce délai, il existe. Merci beaucoup Claire Bernicot, Xavier Cogan d'avoir éclairé notre lanterne sur cette question de l'héritage et de ses différentes étapes. On se retrouve le mois prochain, on parlera de générosité, c'est toujours bien à l'approche de Noël. D'ici là, portez-vous bien.